Si tu te prépares à prendre ta retraite, ou si tu es déjà à la retraite, vendre ces 5 choses a sincèrement amélioré la mienne. Et je ne parle pas en théorie. J'ai fait chacune d'entre elles. Certaines, je les ai bien gérées tout de suite, et l'une d'elles, je l'ai gardée bien trop longtemps avant de finalement lâcher prise. Ce sera différent des conseils habituels sur la retraite, parce que la plupart se concentrent sur quoi acheter, où investir, combien épargner. Et écoute, j'ai fait tout ça pendant 35 ans. Ingénieur en génie mécanique dans un grand groupe industriel, je versais le maximum sur mon plan d'épargne retraite dès le premier jour. Je réinvestissais chaque augmentation. Mais ce que j'ai appris dans mes premières années de retraité, c'est qu'un des vrais secrets, ce n'est pas d'accumuler davantage. C'est de lâcher stratégiquement les bonnes choses au bon moment. Et d'où je suis aujourd'hui, 7 ans après avoir pris ma retraite, j'ai vu 2 types de personnes arriver à cette étape. Le premier se demande « Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que j'ai assez ?» Si c'est toi, ce que je vais partager devrait t'aider côté confiance. Le second type sait déjà qu'il est prêt. Il se dit « C'est le moment de profiter de ces bonnes années et de commencer à faire ce que je repoussais depuis longtemps. » Si c'est toi, alors ça t'aidera à tirer le maximum de ce chapitre. Je commence par ce qui a eu le plus gros impact financier pour moi. Et à la fin, je te présente un cadre en 3 étapes que j'ai utilisé pour décider si quelque chose méritait vraiment d'être gardé. La première chose, et probablement la plus courante, c'est la maison devenue trop grande. Parce qu'elle n'a pas toujours été trop grande. Quand Catherine et moi avons élevé nos 2 enfants, cette maison de 4 chambres dans un quartier calme, avec un grand jardin et un atelier au fond, c'était exactement ce qu'il nous fallait. On adorait. Mais une fois les enfants partis, on chauffait des pièces où personne n'entrait, et on entretenait un jardin qui me prenait la moitié de mon samedi. Un ami à moi, Gérard, vivait la même chose en plus extrême. Lui et sa femme avaient élevé 5 enfants dans une grande maison à Saint-Étienne. Les 5 étaient partis et indépendants, mais Gérard adorait le quartier. Tout à pied jusqu'au centre-ville, près d'un parc magnifique. Ce qu'il ne supportait plus, c'était de rester là tout l'hiver sans raison. Ils avaient toujours parlé de passer les mois froids dans le sud. Alors ils ont vendu la grande maison, utilisé l'argent pour acheter un appartement dans le même quartier, juste pour l'été. Et le reste de l'année, ils vivaient au soleil. Ils ont libéré environ 150 000 € de patrimoine et réduit leurs dépenses annuelles d'environ 12 000 € en entretien et charges. Mais le vrai gain, ce n'était pas l'argent. Ils ont cessé d'être des gestionnaires de maison pour devenir des gestionnaires de leur vie. Catherine et moi, on est en fait restés dans notre maison parce qu'on l'utilise encore et qu'on en profite vraiment. Mais on a fait une évaluation honnête, et rien que ce processus en valait la peine. L'idée, ce n'est pas que tout le monde doit vendre sa maison. C'est d'être honnête sur le fait qu'on vit dans un logement adapté à sa vie d'aujourd'hui ou à celle d'il y a 20 ans. La deuxième chose, c'est celle qui va me valoir des ennuis, parce que ce n'est pas exactement vendre quelque chose. C'est arrêter de faire quelque chose, ou le faire moins. Et c'est le soutien financier à ses enfants adultes au détriment de sa propre sécurité à la retraite. Celle-là est dure parce qu'elle va à l'encontre de tous nos instincts de parents. Mais voilà la réalité. Si tu as autour de 60 ans, il te reste probablement moins de 1000 semaines de temps en bonne santé et actif. Tes enfants adultes ont des décennies devant eux pour construire leur patrimoine, faire des erreurs, s'en remettre et apprendre. Je connaissais un couple de mon ancienne boîte qui a retardé sa retraite de 3 ans pour aider leur fille à acheter un appartement. Leur intention était bonne, mais c'était 3 ans de leurs meilleures années de retraite. Pendant ce temps, leur fille aurait pu prendre un crédit immobilier classique, construire du patrimoine dans le temps et apprendre cette responsabilité financière par elle-même. Ces 3 ans, les parents ne les récupéreront jamais. Si tu peux aider tes enfants sans mettre en danger ta propre sécurité, vas-y. Catherine et moi, on a donné des coups de main ponctuels aux nôtres. Mais ne sacrifie pas tes années de bonne santé pour des problèmes que tes enfants sont parfaitement capables de résoudre. Il y a des emprunts pour les logements, pour les voitures, pour les études. Il n'y a pas d'emprunt pour la retraite. La troisième chose, et c'est celle que j'aurais voulu régler plus tôt, ce sont les loisirs coûteux qui deviennent des fardeaux coûteux. Je parle des bateaux, des camping-cars, des collections. Tout ce qui te coûte de l'argent réel, rien que pour le posséder, que tu t'en serves ou pas. Mon ami Thierry est l'exemple parfait. La passion de Thierry, c'était la restauration de voitures anciennes. En une vingtaine d'années, il s'était constitué une collection de 5 véhicules magnifiques, chacun restauré à la perfection. Et je comprenais tout à fait, parce que je suis un manuel moi aussi. Pour Thierry, ces voitures n'étaient pas de simples objets. C'était des années de week-end dans le garage,
de soirées tardives, la satisfaction de redonner vie à quelque chose de ses propres mains. Mais quand Thierry a regardé ses chiffres pour la retraite, ces 5 voitures lui coûtaient environ 6 000 € par an, rien qu'en gardiennage. En ajoutant l'assurance, l'entretien ponctuel, la carte grise, il dépassait les 10 000 annuels pour des voitures qu'il conduisait peut-être 6 fois dans l'année. Sa femme lui a fait les comptes un soir au dîner. Ça revenait à environ 1 700 € à chaque fois qu'il tournait la clé. La première réaction de Thierry? Hors de question. Ce ne sont pas juste des voitures, c'est l'œuvre de ma vie. Et je comprenais. Mais au cours de l'année suivante, Thierry allait de moins en moins au garage de stockage. Les voitures restaient là, superbes mais intouchées. Les 10 000 € continuaient de sortir du budget. Finalement, Thierry a réalisé qu'il gardait ses voitures pour celui qu'il avait été, pas pour celui qu'il était maintenant. Il s'accrochait au souvenir de les restaurer plus qu'au plaisir réel de les conduire. Voilà ce qu'il a fait. Il a gardé sa préférée, la première qu'il avait restaurée, celle qui avait le plus de valeur sentimentale et celle qu'il aimait vraiment sortir. Les 4 autres, il les a vendues à des collectionneurs qui allaient vraiment s'en servir. Il a réduit ses frais annuels d'environ 7 500 €, libéré environ 140 000 de capital et s'est débarrassé du stress. Mais le meilleur, il avait toujours sa préférée pour les balades du week-end et les rassemblements. Il est passé de collectionneur à passionné. Il a gardé le plaisir sans le fardeau. Et la leçon, ce n'est pas de tout vendre. C'est que parfois, tout garder t'empêche de vraiment profiter de quoi que ce soit. La 4e chose est liée, et c'est la 2e voiture. Quand Catherine et moi travaillions tous les deux, 2 voitures avaient tout leur sens. Mais une fois à la retraite, sans trajet quotidien, on avait 2 véhicules au garage qui perdaient tous les 2 de la valeur, avec chacun son assurance, sa carte grise et son entretien. Un couple que je connais a fait un test malin. Ils ont calculé le coût réel de leur 2e voiture, environ 2 500 € par an. Puis ils ont fait comme s'ils n'en avaient qu'une pendant 2 mois. Juste pour voir. Il s'est avéré que c'était bien plus facile qu'ils ne pensaient. Ils ont vendu la 2e et mis cet argent dans les voyages. Catherine et moi, on a fait pareil. On a gardé une voiture fiable, et honnêtement, on remarque à peine la différence. Quand on doit tous les 2 être quelque part en même temps, ce qui est rare, on s'organise. Et les économies vont directement dans ce qui nous tient vraiment à cœur. Maintenant, la 5e chose. Après celle-ci, je t'explique le cadre en 3 étapes que j'ai mentionnées. Et cette dernière est la plus difficile, parce qu'on ne peut la vendre nulle part. C'est ton identité professionnelle, ton besoin de reconnaissance par le travail. Et celle-là, je la connais par expérience personnelle. Pendant 35 ans, j'étais celui qu'on appelait quand une usine tournait mal. Je supervisais les opérations de plusieurs sites. C'était ça, moi. Et quand j'ai pris ma retraite à 58 ans, financièrement, j'étais prêt. Catherine et moi avions bien planifié. Mais environ 6 mois après, j'ai réalisé que je ne savais pas qui j'étais sans ce titre. Je n'étais plus Robert Martin, directeur des opérations. J'étais juste Robert Martin. Et ce « juste » pesait énormément. Je me suis surpris à mentionner mon ancien poste dans les conversations, à chercher des missions de conseil dont je n'avais pas besoin, à appeler d'anciens collègues plus que de raison. Je m'accrochais à l'ancienne identité parce que je n'en avais pas encore construit de nouvelles. Le déclic est venu quand j'ai arrêté d'essayer d'être le type que j'étais au bureau et que j'ai commencé à découvrir qui est Robert Martin quand personne ne lui met un problème à résoudre. Je me suis plongé davantage dans mon atelier. J'ai commencé à accompagner de jeunes ingénieurs dans le coin. Je me suis investi à être un meilleur mari, un meilleur grand-père. Et j'ai découvert que l'identité que je construisais à la retraite était en fait plus riche que celle que j'avais au travail. Il fallait juste du temps. La vérité, c'est que ton titre professionnel n'a jamais été qui tu étais vraiment. C'était ce que tu faisais. Les retraités les plus heureux que je connais n'essaient pas de recréer leur vie professionnelle. Ils utilisent la retraite pour découvrir des parts d'eux-mêmes qui étaient enfouies sous des décennies de responsabilités professionnelles. Tu ne peux pas trouver ta vraie identité en t'accrochant à l'ancienne. Bon, voilà le cadre en 3 étapes que j'avais promis. 3 questions. Première, est-ce que ça sert encore ma nouvelle vie ou est-ce que ça sert mon ancienne vie? Demande-toi, est-ce que c'était important à cause de qui j'étais quand je travaillais ou à cause de qui je deviens maintenant? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser dans la vie que je veux mener? Est-ce que je le garde par habitude ou parce que ça apporte une vraie valeur? Deuxième, qu'est-ce que ça me coûte vraiment et qu'est-ce que ça vaut? Regarde le coût total. Les coûts directs comme l'assurance, l'entretien, le stockage, les charges, les impôts. Puis le coût d'opportunité. Qu'est-ce que cet argent pourrait faire d'autre? Et le coût en énergie, le temps, le stress,
la charge mentale. Parfois, le plus gros coût n'est pas financier. C'est ce que quelque chose prend à ta tranquillité d'esprit. Troisième, si je lâche ça, qu'est-ce qui devient possible? Ça fait passer la réflexion de la rareté à l'abondance. Quelles expériences pourraient être financées? Quel stress disparaît? Quelle nouvelle porte s'ouvre? Comment tu te sentirais en simplifiant ce domaine de ta vie? Et un conseil pratique. Avant de prendre toute décision définitive, fais le test des 90 jours. Vis comme si tu avais déjà fait le changement pendant 60 à 90 jours. Tu penses vendre le camping-car? Ne t'en sers pas pendant 90 jours. Regarde si ça te manque. Pareil avec la voiture, la résidence secondaire, peu importe. Imagine que cet argent est déjà sur ton compte retraite. Vois ce que ça fait. La plupart des gens que je connais ont été surpris de voir à quel point c'était libérateur de lâcher des choses qu'ils croyaient indispensables, mais qui ne l'étaient pas. La retraite, ce n'est pas de la privation, c'est de l'optimisation. Faire de la place pour ce qui compte le plus en lâchant ce qui ne te sert plus. Les retraités les plus heureux que j'ai vus ne sont pas ceux qui ont le plus de choses. Ce sont ceux qui ont compris la différence entre ce qu'ils possèdent et ce qui les possède. Chaque chose que tu gardes demande une part de ton attention, de ton argent et de ton énergie. Et à la retraite, ça devient tes ressources les plus précieuses. Ne les gaspille pas pour des choses qui avaient du sens dans ton ancienne vie, mais qui ne vont plus avec la nouvelle.